Donc, bonjour à tous, bienvenue au Choc des légendes de la Joute de Vinci. Je vais vous présenter un petit peu le format qui va se dérouler aujourd'hui, puisqu'il n'y a personne ici apparemment. Du coup, on va commencer par la plaidoirie. Donc, c'est un format où chaque personne aura un sujet. Enfin, il y aura 2 sujets au total. Les personnes devront répondre par oui ou par non. Et ils auront entre 4 minutes 30 et 5 minutes 30 de discours. À la suite de cela, la personne à l'opposition va poser une question. Ensuite, il y aura une réponse, une réfutation de cette réponse et une réfutation de la réfutation. Hop, donc le premier sujet, ce sera l'avenir est-il une page blanche? Donc avec Nathalie qui passera à la négative et Théo à la positive. Donc si vous voulez, vous pouvez voter. Ah oui, non, c'est après. C'est après. On est bien organisé. Après, vous pourrez voter du coup pour qui a gagné. Je peux continuer à présenter les autres trucs, non sinon. Ah ouais, vous voulez faire petit à petit? Ok. Théo, tu veux passer en premier? Mais il arrive quand? Faut que j'aille chercher. On va le chercher. Je sais pas. Enfin, au Hollywood, j'imagine. Ah non, je sais pas. Hmm. Après des jours et des nuits, à me torturer sur ce à quoi le lendemain me destine, j'ai enfin trouvé. J'ai poussé les portes de la vérité et au milieu d'une immensité blanche, je l'ai vue. Elle était là, à me contempler de son unique sourire. La vérité m'a expliqué. Cette immense page blanche dont je ne peux discerner les contours est tout simplement mon avenir. Le blanc, la couleur de l'immaculé. Le blanc fascine par son éclatante pureté. Il intrigue et peut même nous perturber tant on a du mal à le cerner. Cette absence de toute couleur qui le caractérise est une invitation à nous l'approprier, à y apposer celle de notre choix. Mais le blanc, c'est aussi l'innocence, l'absence de toute noirceur qui viendrait ternir sa pudeur. Et de tout ce qui nous entoure, qu'y a-t-il de plus innocent qu'un nouveau-né? Qu'y a-t-il de plus pur qu'une vie à son commencement? Qu'y a-t-il de plus blanc qu'un avenir naissant? Ce que nous appelons communément avenir, c'est-à-dire l'ensemble des événements et des situations qui constitueraient notre futur, n'existe pas, ou du moins autrement que sous cette forme intacte et préservée de la moindre marque. Lorsque nous venons au monde, aucun dé n'a été jeté, aucun fil n'a été tissé et aucune page n'a été écrite. Notre avenir, il est vierge et c'est à chacun de prendre la plume afin de tracer le sien. Si la page de notre avenir était déjà complétée par une encre indélébile, quel autre choix resterait-il que de la déchirer, cette unique page, si jamais elle était souillée et qu'elle ne nous plaisait pas? Non, ce qui fait l'intérêt et la grandeur de la vie, c'est justement cette possibilité que nous avons de mettre un point à une phrase quand bon nous semble, et ensuite pouvoir écrire la suivante dans une autre direction. La vie, au final, est aussi volatile que l'inspiration qui guide notre plume. Nous choisissons nos propres mots, nous choisissons le sens que nous voulons donner à ce texte pour nous lever chaque matin et rêver encore du lendemain. Car chacun est le réalisateur et l'acteur principal de sa propre existence, nous écrivons et nous jouons toujours notre propre scénario. Alors certes,
L'avenir peut nous inquiéter, car on ne peut ne pas savoir réellement par quoi commencer. Que faire de cette page? Que faire de ce don? Comment user au mieux de notre temps? Et si l'avenir est d'un blanc éclatant, le présent, lui, est un amas de couleurs, de tentatives, de compositions. Vivre le présent permet de réfléchir à la suite de notre œuvre. C'est au jour le jour que nous ajoutons les motifs qui font la beauté de notre vie. Allez, le blanc, il est si vite salissant, il est si fragile. Il revient à chacun de prendre grand soin de son temps, de choisir les lignes les plus harmonieuses, les couleurs les plus heureuses. Il y a tant de paramètres et de chemins qui se présentent à nous. Les possibilités, les détours sont indénombrables. Personne ne saurait écrire à l'avance la suite de l'histoire. Il n'y a qu'en la vivant qu'elle se construit au fur et à mesure. Suite à un affront, la feuille est froissée et c'est le mot haine qui revient inlassablement. Mais rien n'empêche un jour de tracer une ligne, de dire stop et de reprendre calmement le récit avec une écriture fluide et sereine en reprenant à partir du pardon. Suite à une erreur, il est certes impossible de l'effacer, mais il est encore temps de la rattraper. Nous ne sommes pas esclaves d'un destin prédéfini. Nous ne sommes pas des pantins enfermés dans un rôle qui nous aurait été imposé par autrui. Néanmoins, il est évident que nous ne sommes pas non plus entièrement libres dans notre choix d'écriture. Notre histoire, elle est quand même nécessairement impactée par ce qui nous définit, ce qui nous entoure. Mais quel artiste n'a jamais été influencé par le contexte de son époque au moment d'écrire ses œuvres? Tout comme en fait, il est impossible d'écrire des mots dont nous ne connaissons même pas le sens ni l'existence. La construction de notre avenir, elle vient directement de notre dépendance à notre environnement, de ce qu'on sait de lui, de ce qu'on connaît. Et finalement, notre famille, nos amis ou n'importe laquelle de nos connaissances sont autant de motifs et de couleurs qui nous permettent de décorer et d'organiser cette fresque éblouissante de notre existence. Alors, la vérité m'a raccompagné de l'autre côté. Et rassuré, maintenant je sais. Le lendemain ne m'a rien prévu, c'est à moi de le faire. Ainsi, je ne lâche plus mon pinceau. Et face à cette unique et si précieuse toile, je m'évertue à peindre la plus belle œuvre qui soit, ma vie. Bonsoir. En quoi les couleurs du présent ne déteignent pas sur la page prétendument blanche de l'avenir? Tout simplement parce que quand nous dessinons dans les traits actuels et on ne va pas dépasser plus loin. Auquel cas, si on commence à dépasser, c'est qu'on est en train de continuer d'écrire le présent et finalement le temps avance comme ça, mais ça ne change rien au fait que ce qu'il y a au-delà, ce qui représente notre avenir, est uniquement blanc, uniquement vierge et n'attend que d'être poursuivi. Merci. Vous avez défini l'avenir comme étant les événements du futur et une vision dont on est les créateurs, les peintres et les souverains. Donc effectivement, le présent, c'est les couleurs, mais comment on peut écrire l'avenir s'il ne dépend pas du présent? Et donc, si on n'utilise pas des couleurs pour peindre cet avenir, il se réalise en étant coloré et en étant une page qui finalement n'est plus blanche. En fait, c'est au présent que nous allons tester, que nous allons associer des motifs, des couleurs, des dessins, des formes, etc. Et c'est en faisant tous ces tests qu'on réfléchit et qu'on sait comment on va utiliser la suite de notre page qui est blanche. L'avenir est blanc, il n'est rien tant qu'on n'en a rien fait. Et lorsque l'on en fait quelque chose, alors on passe au présent et c'est à ce moment-là que les couleurs s'appliquent. Le reste est qu'uniformément blanc. Je voulais te montrer que tu n'as pas réussi. Ah oui.
Un jour, je l'espère, quand j'aurai 90 ans, je serai assise au soleil, en train de lire comme j'aime tant. Bercée par le bruit des vagues, presque au paradis, les pieds dans le sable, j'aurai atteint le crépuscule de ma vie. Entre mes mains, épais, craquelés, plein à craquer, un ouvrage bien spécial puisqu'il s'agit d'une collection intégrale, celle de mes 90 printemps. Au tout début, on reconnaît l'écriture de mes parents. Des pages pleines de rêves, d'espoir et d'ambition. Peu à peu, une écriture d'abord hésitante, puis rondelette, en assure la succession. Au fil des pages, elle se transforme. L'écriture se brouille, elle se grossit, s'intensifie, transperce les pages. Certaines d'entre elles sont gondolées, les larmes versées les déforment. Puis petit à petit, l'écriture s'apaise, les pages ne se déforment plus autant. Pourtant, elles jaunissent, vieillissent au fil du temps. Et à la toute fin, marquées par les années, par les traces laissées, par les trous, par les larmes, les joies, l'expérience, la mémoire, une dernière page jaunie attend d'être par l'encre noircie. Vous l'aurez compris, l'avenir n'est pas une page blanche du livre de la vie. L'avenir est une perception subjective du futur, tandis qu'une page est le côté d'une feuille de papier, soit le recto, soit le verso. Or, l'avenir s'écrit sur une page qui est jaunie par l'expérience, où transparaît l'encre des récits du passé, écrits juste au dos de la feuille. En effet, avenir, présent et passé sont indissociables. Quand le passé est la cause, le présent est l'action, et l'avenir représente toutes les conséquences possibles du passé. Ainsi, choisir d'ignorer ce biais et d'envisager l'avenir comme une page blanche revient à réécrire perpétuellement le passé et à reproduire les mêmes erreurs. Le passé occulté réduit alors le champ des possibles et l'avenir se transforme peu à peu en futur empli de fatalité. Ce constat est plus clair que jamais lorsque nous sommes gouvernés par des personnes qui pensent que l'avenir est une page blanche, un peu comme mon contradicteur, somme toute. À l'issue de la Première Guerre mondiale, la création de la Société des Nations visait à empêcher les guerres en ignorant totalement leurs causes profondes. Pourtant, des nations se sont affrontées, des familles entières décimées, l'écriture de millions de pages se sont brutalement arrêtées. L'ONU a été créée pour faire mieux que la Société des Nations, en ignorant les jeux de pouvoir et en prétendant reconstruire un ordre mondial de zéro. Pourtant, des nations se sont encore affrontées. Des familles entières ont encore été décimées. L'écriture de millions de pages a encore été arrêtée, brutalement. Tout le monde souhaitait un monde meilleur, mais au final, qu'en est-il? À vouloir écrire l'avenir sur une page blanche, comme si le passé n'existait pas, ce même passé se répète inlassablement. Des nations s'affrontent encore, des familles sont encore décimées, l'écriture de millions de pages est encore et toujours brutalement arrêtée. Malgré tout, mon contradicteur s'entête à penser que l'avenir est une page blanche. Mais ne nous mentons pas, c'est plutôt lui qui n'est pas à la page. Il définit la page blanche de l'avenir en disant que l'avenir est immaculé, que ce n'est que pureté et innocence, en disant que l'avenir
regroupe les événements du futur, parce qu'il a eu un rêve ou une illumination divine de la vérité et qu'il le prend par la main. Mais il nous définit le présent comme un amas de couleurs et a du mal à m'expliquer comment cet amas de couleurs ne peut pas déteindre sur l'avenir. Il l'a dit lui-même, l'avenir se construit en vivant et on vit avec les leçons du passé. Donc le passé a forcément un impact sur l'avenir. Il a forcément un impact sur cette page qui est prétendument blanche alors qu'en réalité, elle est jaunie par notre expérience, trouée par nos blessures et tachée par l'encre du passé. Il a également décrit l'avenir comme notre propre scénario, notre perception, notre vision. Et en ce sens, mais on est complètement d'accord, c'est super. Oui, l'avenir, c'est notre vision. Nous sommes les seuls auteurs et les seuls peintres de notre avenir. Mais nous sommes subjectifs. L'avenir, nous le voyons comme nous voulons le voir. Nous le voyons, comme il l'a dit, en s'inspirant du présent, en s'inspirant de ce qu'il y a autour de nous, de l'histoire, de notre époque, de notre famille. Alors la vision qu'on a de l'avenir, au final, puisqu'elle est subjective et puisqu'elle est biaisée, c'est une vision qui dépend forcément de notre présent et de notre passé. Il le souligne, le répète encore, qu'on est maître de notre avenir. Oui, mais nous sommes biaisés. Et alors on voit ce que l'on veut voir. On voit ce que l'on veut voir avec nos blessures et avec notre passé. Avant que la nuit ne tombe sur ma vie, il ne me restera plus qu'à prendre mon stylo une dernière fois de plus pour écrire la dernière phrase de cette épopée désormais révolue. En attendant ma prochaine aventure, à la vie, je dis merci. Bonsoir. Rebonsoir. Comment pouvons-nous être plus libres et à même d'écrire la paix à toutes les guerres dont vous parlez sur une page blanche plutôt que sur une page déjà souillée par la haine? Tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Comment pouvons-nous être plus libres et à même d'écrire la paix sur une page blanche et vierge et pure plutôt que sur une page souillée par toutes les haines passées? Bah justement parce que quand on pense que la page qui est écrite, qu'on a à écrire pour avoir cette paix dont vous parlez, quand on pense qu'elle est blanche, on n'est pas libre, comme vous le dites dans votre question, on est enchaîné, mais on s'en rend juste pas compte. Parce qu'on pense que la page qu'on a à écrire est blanche, on s'entrave de chaîne parce que la haine dont vous parlez, qui suit cette page, comment est-ce qu'on peut écrire la paix si on n'arrive pas à la surmonter? Vous avez mentionné vous-même la haine, le pardon. Et bien comment on peut construire un avenir qui serait radieux et qui serait périn si on n'est pas capable de la surmonter et donc si on n'est pas capable de se rendre compte qu'elle est là, en assumant que la page n'est pas blanche? Alors pour être tout à fait honnête, j'ai pas trop compris le lien entre la paix, le blanc, et etc. Mais simplement, en fait, le principe du blanc, c'est qu'on peut tout faire avec. On peut le déchirer, rayer, écrire n'importe quoi, des mots sombres ou au contraire, des mots joyeux, des couleurs heureuses. Et en fait, c'est justement là toute la beauté de la vie et de l'avenir qu'elle nous réserve. C'est que on peut en faire ce qu'on veut de cette page blanche. On peut écrire la guerre, la haine, les massacres, mais on peut aussi écrire la joie, le bonheur, le partage. Et c'est là notre responsabilité dans notre vie, c'est justement d'user de cette page blanche qui est notre avenir au mieux. Alors c'est marrant parce qu'on est d'accord sur tout, mais pas sur la couleur de la page. La page, elle est jaune parce que la page est jaune pour la simple et bonne raison que tout ce que vous dites, tout ce qu'on écrit sur la page, c'est quelque chose qu'on écrit parce qu'on est influencé par notre passé, par notre présent. Tout ce qu'on fait de l'avenir vient de notre expérience. Et l'expérience, par définition, elle jaunit cette page de l'avenir, elle la personnalise, elle rend l'avenir subjectif. Et par opposition au futur, qui est purement objectif, parce que c'est ce qui est amené à arriver, l'avenir, c'est quelque chose qui est subjectif et donc qui est basé sur quelque chose, les biais que nous avons du passé. On fait le vote là. Ok, mais c'est pas. Ok, bon, on va bientôt pouvoir passer au vote du coup.
Ah, nickel, j'ai spoil. Vous pouvez scanner le QR code pour voter du coup. On a les résultats à la fin. Et juste après, du coup, on aura une autre plaidoirie sur un autre sujet. Et ensuite, on aura les résultats du vote. Si vous voulez. Ça fait un an que t'es là au bois. C'était l'avenir. C'est le même. Et du coup, pour ce nouveau sujet, je vais inviter Alaric à la positive et ensuite vous aurez Corentin à la négative, donc les deux présidents de la joute, sur le sujet qui est peut-on atteindre le bonheur? Pour aujourd'hui, j'ai décidé de me préparer différemment. Alors, pour me rendre un peu plus beau, je suis allé chez le coiffeur. Et comme j'aime pas particulièrement fixer mon regard flou pendant 20 minutes, j'ai décidé de parler à la coiffeuse. Elle s'appelait Elina, la soixantaine. Elle adorait le voyage. Et lorsque je lui ai posé la question devant laquelle nous sommes aujourd'hui, elle m'a répondu « Oh, c'est triste d'être malheureux. » Et là, je me suis dit, merde, elle va pas trop m'aider. Faudrait que je choisisse un autre coiffeur et qu'elle me rende mes 30 €. Mais j'ai réfléchi et j'ai réalisé que ce n'était pas si vide de sens. Alors ce soir, je vais vous présenter de la philosophie de salon de coiffure. La première partie, c'est agréable, le bonheur. La deuxième partie, c'est triste d'être malheureux. Le bonheur, c'est la plénitude. C'est un moment d'éternité. Les Grecs disaient qu'on l'avait après avoir fini une tâche. C'est cet instant, lorsqu'on regarde ce qu'on a fait et qu'on apprécie, on le trouve beau et bon, on apprécie chaque détail et notre bonheur plonge dans cet objet à tout jamais, comme ce tricot de grand-mère. Le bonheur est dans chacune de ses mailles. Et c'est pour ça, peut-être, que nos parents se complaisent à faire des enfants. Et c'est pour cette même raison que nous naissons avec le bonheur. C'est notre essence. Regardez un enfant. Dès qu'il découvre une pierre, une feuille, un sourire, il est émerveillé. Il ne cherche pas le bonheur. Il l'est, naturellement, sans filtre, sans effort. Alors, bien entendu, le bonheur fait partie de l'enfance. Mais en grandissant, on apprend à mériter cette joie, à la gagner. Et c'est à ce moment qu'on la perd. On nous force à l'incomplétude. On nous arrête d'être heureux. On nous force à arrêter d'être heureux pour nous pousser à bouger afin qu'on retrouve le bonheur. On croit souvent que le bonheur, c'est un privilège, que c'est un plus. Mais non. C'est une dette que la vie nous doit. Le droit de chacun. Pas le droit d'être toujours heureux, non. Mais le droit à cette étincelle, même infime, qui rend l'existence un peu plus supportable. J'ai une amie qui m'est chère. Ce qu'elle faisait pour tenir tous les matins, quand elle se réveillait,
c'était d'espérer. D'espérer être ou goûter au bonheur, peut-être avant 30 ans. Et c'est ça qui la faisait tenir. C'est ça qui la faisait rester. Le bonheur n'est pas un luxe, mais la condition de la vie. Sans bonheur, pas de choix, pas de futur. Sans bonheur, pas d'éclat. Il ne reste que l'usure, une usure indélébile qui te suit là où tu vas, qui nécrose tout. Le malheur, contrairement au bonheur, n'est pas notre nature profonde. Le malheur est un accident, une déviation, une blessure. Le malheur, c'est l'absence de sens, l'absence de joie, mais ce n'est pas l'absence d'espoir, car on a cette mélancolie qui nous rappelle que quelque chose nous manque. La vie pourrait être autre chose qu'une succession d'épreuves à endurer, car il y a du bonheur et qu'il est accessible, qu'il est à portée de main, qu'on a le droit au bonheur. Alors oui, Elina avait raison dans son salon de coiffure, avec ses mots simples, mais ses paroles vraies, parce qu'au fond, derrière toute cette théorie, ces philosophies, ces rationalisations, il reste cette évidence première qui prouve que le bonheur existe. Cette vérité nue que même un enfant comprendrait. C'est triste d'être malheureux. Chers contradicteurs, vous ne cessez de nous parler de personnes qui veulent le bonheur. Mais en quoi vouloir le bonheur, ça permet d'atteindre le bonheur? Alors oui, en effet, ils veulent le bonheur, mais si il n'y avait rien à la clé, les gens arrêteraient de le suivre. Ils abandonneraient direct. L'usure les détruirait. Et en fait, ils succomberaient à la maladie, ils succomberaient à la mort. Si on quitte votre conte de fées, on se rapproche un peu plus de la réalité. En fait, il y a des milliers d'enfants qui veulent le bonheur, mais jamais dans leur vie, ils y goûteront un seul instant, parce que la mort, elle saisit n'importe qui à n'importe quoi. Oui, en effet, les enfants qui meurent en pleine couche ne vivront pas le bonheur. Mais dès qu'on arrive à vraiment vivre, je ne pense pas qu'il est possible. Il y aura toujours des exceptions, des gens qui ne vivront pas sans bonheur, car ils n'auront pas le temps de l'avoir. Mais le bonheur est accessible à tous. On a le droit au bonheur et tout le monde peut l'atteindre. Ô miroir, mon beau miroir, dis-moi qui a les plus belles rimes. Sûrement pas toi, me disait-il. Quoi? Au grand désespoir, non pas ce soir, pas toi, mon seul ami le miroir, tu me laisserais ainsi seul avec mes idées noires, avec des rimes sans gloire et des... Tu m'ennuies, me coupait-il, et il se fait tard. Au revoir. Et je me retrouvais seul, avec l'étrange sensation que le bonheur m'échappait du bout des doigts. Comment être heureux si mes rimes ne sont pas les plus belles? N'ai-je donc pas droit au bonheur, ce plaisir? Oui, mon seul désir que mes mots inspirent? J'expire. C'est du Shakespeare. La voilà,
la responsable, la souffrance, elle, qui vient de ce désir que je n'arrive pas à combler, elle, qui refuse que j'atteigne le bonheur. Ma vie, votre vie oscille, tel un pendule, entre souffrance et ennui. Et puis la souffrance, et puis l'ennui. Il n'y a pas de place pour le bonheur. Alors d'abord, la souffrance, celle de ne pas pouvoir satisfaire tous ses désirs, cette impuissance qui nous renvoie à notre condition d'homme. Je désire l'amour, mais je suis incapable de me faire aimer immédiatement. Je désire la paix, mais je ne peux rien faire à mon échelle pour l'établir. Je désire la richesse, et demain mes dettes, elles, ne disparaîtront pas. Nous sommes faits d'une infinité de désirs, et dans le même temps, une infinité d'insatisfactions, de ne pas pouvoir assouvir ses désirs. Et c'est cette insatisfaction, cette frustration qui fait naître la souffrance. Si on voit le bonheur, comme le définissaient les stoïciens grecs, entre l'aponie et l'ataraxie, respectivement l'absence de douleur du corps et de l'âme, avec cette souffrance, on est totalement à l'encontre de cette notion du bonheur. La souffrance issue du désir insatisfait empêche d'atteindre le bonheur. Et pourtant, vous le savez, c'est possible de ressentir le plaisir. Ça arrive même assez souvent, mais ce n'est pas pour autant que ça va dicter votre humeur. Quand vous mangez du chocolat, si c'est votre désir de manger du chocolat, vous allez ressentir du plaisir. Mais si en même temps vous êtes en train de vous faire larguer, vous serez triste. Donc le plaisir n'induit pas forcément le bonheur. Et c'est peut-être même encore pire lorsque le désir disparaît. Par exemple, dans les couples unis par le désir d'amour, c'est bien lorsqu'il n'y a plus de désir que l'amour commence à aller voir ailleurs et que le sentiment d'ennui commence à s'imposer. Et oui, je vous l'ai dit, la vie aussi entre souffrance et ennui. Et bien maintenant, c'est son tour. L'ennui, c'est le manque, l'absence de désir. C'est ce qui vous écrase et vous plonge dans un abysse, dans un état végétatif. Quand l'ennui s'installe, comment continuer à avancer? Comment gravir la montagne et atteindre le bonheur? C'est impossible. Le bonheur nous échappe toujours. Ce que vous trouverez en haut de la montagne, c'est un autre désir qui vous fera souffrir de nouveau. Alors, je retournais dans ma salle. Oh mon miroir, mon beau miroir, que je m'ennuie. J'ai assouvi mon désir. Mes rimes sont de celles dont on fait les meilleurs poèmes, des hymnes que les gens chantent comme des airs de bohème. Mais pourtant, je ne suis pas heureux. Les journées sont moroses. Et comme enchaîné au fond des abysses, la lumière du bonheur ne parvient plus jusqu'à moi. Mon beau miroir, dis-moi plutôt qui est le plus éloquent? Sûrement pas toi, me sifflait-il. Ah, je la sens qui revient, à grandes enjambées. Je la distingue déjà parmi la foule. Encore elle, la souffrance. Elle vient de mon nouveau désir, celui de l'éloquence. Le bonheur est mort. La souffrance et l'ennui l'ont exclu du pendule de la vie. Si on quitte votre conte de fées, vous vous rendez compte que les gens ne pourraient pas vivre sans bonheur. Ils abandonneraient bien plus vite. Mais c'est pas grave qu'ils vivent sans bonheur, qu'on vive sans bonheur. Le seul bonheur qu'on peut trouver quand il n'y a plus de souffrance, au final, ce sera dans la mort. Alors autant accepter l'absurdité de vivre sans bonheur, et tant qu'à faire, on trouvera le repos éternel quand le moment sera venu. Mais en parlant de repos,
Peut-être, comme vous disiez si bien, on peut avoir une superposition du plaisir et de la tristesse. Mais pourquoi pas du bonheur dans la lassitude? Le problème avec la lassitude, avec l'ennui, c'est que, comme je l'ai défini, c'est l'absence de désir. Et quand il n'y a plus rien qui vous anime, et bien au final, vous restez debout, le regard dans le vide, avec votre coiffeuse, vous regardez dans le miroir, vous ne parlez pas avec elle. Donc non, il est nécessaire d'avoir un désir pour avancer, mais ce désir, en contrepartie de vous animer dans la vie, il vous fera souffrir. Ouais, t'inquiète. Donc, comme juste avant, vous pouvez voter pour, d'après vous, qui a gagné ce débat. Carl, oui, tu peux voter en ligne, il faut juste que tu scannes le QR code. Carlin, C'est vrai, il a mis Carlin. assume ta position, dis-le à voix haute. Je vais lui envoyer le lien en plus. Non, il a pas interrogé d'écran, donc il peut Bah, s'associer oui, à l'écran. c'est bon ça, mais... Il lit sur le Zoom ou pas Oui. Ok. Du coup, attends, parce qu'il faut que j'ouvre les formes, ça. Ah oui, du coup, je vais pouvoir faire qui a gagné et tout. Je vais surnommer Shop Nowhere. Tu peux la faire sur quoi? Ça c'est le premier. On dira rien. Mais tu dis juste qui gagne. Ouais, t'inquiète. On précise, le gagnant, c'est pas forcément celui qui a fait le plus de rire. Bah, c'est sûr qu'il n'y a pas grand monde en débat parlementaire qui nous gagne à ce moment-là. Je préfère avoir du fond que de la forme. Le premier, il y a 71, l'autre, il y a 24. Je pense qu'il y en a un. Qui a 24. Du coup, attends, pour le premier, c'était qui? Pour le premier, c'était qui? Le deuxième attend un peu que ça arrive. Ok, aussi, ok. Ça, c'est le. Ok. En vrai, ça serait super bien. Tu es aux toilettes? Non, Tu es aux toilettes, là? ouais. Non, il est fait. Je comprends que c'est après. Attends, viens. Du coup, on met le deuxième micro après. Après, tu passes à le premier qui passe en Tu passes en premier. C'est toi qui passes en premier? Ok. Je sais pas si tu peux donner les. Du coup, je vais pouvoir donner les résultats. Donc, pour le premier choc entre Théo et Nathalie, c'est Nathalie qui gagne. Hein? Les photos. Après, entre Nathalie et Théo, je pense qu'on a des différences. Ah oui. Non, mais juste pour l'effet d'annonce. C'est l'effet d'annonce. Je sais pas si on a des photos. Mais voilà. Et du coup, pour le deuxième choc entre Alaric et Corentin, c'est Corentin qui l'emporte. Ça? T'avais présenté ça ou pas? Non, pas encore.
Et du coup, on va pouvoir passer sur un nouveau format, donc qui est le débat parlementaire. Donc il va y avoir 4 orateurs sur un seul sujet. Donc un gouvernement qui sera composé de Clément et Gaëtan, ainsi qu'une opposition avec Guillaume et Tom. Donc ils auront entre 4 minutes 30 et 5 minutes 30 chacun. Ou un petit peu plus, on verra. Pour avancer leurs arguments. Et il y aura une question durant le discours de chacun. Et on coupe le chrono pendant la question aussi. Quand la personne en face pose des questions. Et donc le sujet, ce sera « Ce gouvernement rétablirait le service militaire ». Précis, c'est censé mimer un peu un débat en Assemblée nationale. Oui. Donc si on vous appelle député, c'est normal. Et donc au gouvernement, j'appelle Clément. Le Premier ministre, monsieur Honoré. Lorsqu'il y a 36 ans, le mur de Berlin s'effondra le 9 novembre 1989, suivi quelques 25 mois plus tard par la dislocation de l'URSS, le monde occidental, et notamment l'Europe de l'Ouest, virent enfin arriver le temps du triomphe en même temps de celui de la paix. 60 ans après le début du conflit mondial, venait alors l'époque de l'apothéose de la pensée capitaliste et l'idée de la fin de l'histoire. L'apogée se devait éternel, le revers fut cinglant. Car dans l'ombre de l'adversaire vaincu, d'autres ennemis déjà fourbissaient leurs armes. Si les États-Unis furent les premiers frappés en 2001, pour les États de l'Union européenne, en revanche, à l'ombre de leur illusoire digue normative et de la défense plus réelle atlantique, il fallut attendre bien davantage pour voir revenir le tragique dans l'histoire, une guerre à nos portes. Mais ne nous y trompons pas, les ennemis extérieurs ne sont pas les seuls à nous menacer. Divers maux intérieurs, la division et le repli sur soi, ou encore une perte de repères et une quête de vérité, divisent profondément notre nation. Alors certains nous diront que la France n'a pas abdiqué sa force militaire et qu'elle est encore capable de grandeur. Certes, les héritages passés nous permettent de surnager, mais l'armée est en difficulté. Ne parvenant pas à recruter, avec un déficit de plus de 4000 postes en 2023 et en 2022, selon la Cour des comptes, n'ayant pas, selon un rapport de l'Assemblée nationale, de munitions pour plus d'une semaine de combat et souffrant d'un manque criant de profondeur stratégique, les armées françaises sont à bout de souffle et au bord du naufrage. Dans ces conditions, ce gouvernement propose de voler au secours de notre armée et, conscient des enjeux, souhaite rétablir le service militaire. À cet effet, à partir de juillet 2027, tous les citoyens français, peu importe leur sexe, devront accomplir un service militaire de 3 mois entre leurs 18 et leurs 25 ans. Entre leurs 16 et leurs 18 ans, ces jeunes effectueront 3 demi-journées d'évaluation permettant de déterminer leur aptitude au service.
À l'issue de celui-ci, s'ils le souhaitent, ils pourront prolonger leur contrat pour une durée de 12 à 36 mois. Les réformés pour motif physique et les objecteurs de conscience seront dans l'obligation d'effectuer un service civique consistant en des travaux d'intérêt généraux. Durant leur service, les citoyens appelés seront formés sur 2 mois de classe où ils apprendront l'essentiel du métier militaire, combat, armement, transmission, génie, leadership, mais encore droit des conflits. Ils seront ensuite envoyés pendant 1 mois en unité spécialisée, opérationnelle, et le choix de cette unité sera basé sur le volontariat et leurs résultats. Et monsieur le secrétaire, je prends votre question. Monsieur, comment en 2 mois vous allez apprendre à des jeunes à piloter un Rafale? Monsieur, il n'est bien évidemment pas question d'apprendre à des jeunes à piloter un Rafale, mais de les former à l'essence même du métier militaire, à savoir le métier de fantassin. Ces gens doivent être capables, et c'est le but de la mission, à l'issue de leur service, d'intégrer pour 10 ans la réserve opérationnelle nommée RO1. Et cela afin de pouvoir être mobilisés en cas de conflit de haute intensité. Les appelés ne seront pas envoyés en OPEX, sous aucun prétexte. Cependant, ils pourront être déployés dans le cadre de missions sur le territoire national. L'objectif de cette mesure est d'une part de faciliter le recrutement des armées qui peinent, d'accompagner la montée en puissance de celles-ci, leur remontée en puissance, et de disposer d'une réserve fiable et compétente, rapidement mobilisable en cas de conflit armé. Ne nous y trompons pas, cela n'est pas antinomique d'une armée professionnelle. Mes chers collègues, ce soir, ce gouvernement souhaite faire passer un projet qui, certes, n'est pas forcément audacieux, et nous l'admettrons déjà vu, mais qui n'en est pas moins nécessaire. Et le ministre Gaëtan Peter, de l'Éducation, la Jeunesse et des Sports, vous expliquera en quoi le lien armée-nation est fondamental et en quoi le rétablissement du service militaire permettra de le fortifier et de créer un vrai creuset à même de forger nos concitoyens. Face à notre temps, il est urgent d'accompagner la remontée en puissance de nos armées. Ou bien, nous serons contraints, le jour où le désastre sera consommé, d'assumer face à l'histoire une défaite sans excuse, mais pas sans cause. On t'applaudit là. En 97 était abrogé le service militaire. Pour une raison simple, il ne correspondait pas aux besoins de l'époque, tout comme il ne correspond toujours pas aux besoins actuels. Les effectifs de notre armée ne cessent de baisser, année par année. Et ce gouvernement nous sert aujourd'hui sur un plateau d'argent une solution qu'il juge efficace. Il veut que nos petites têtes blondes fassent un service militaire de 3 mois. Soit. Mais pour quelle raison exactement se préparer à une guerre peut-être, éventuellement? Si nos groupes armés vont à l'étranger, il faudra bien quelqu'un
pour défendre la patrie, si je vous ai bien compris. Mais il manque une donnée essentielle à votre discours et j'ai eu beau vous écouter, la chercher, je ne l'ai pas vue. Comment allez-vous financer tout cela? Par quels moyens? Eh oui, les experts, en l'occurrence les fameuses personnes qui ont validé un budget, des prix Nobel en l'occurrence, parlent de 17 milliards par an. 17 milliards par an. Dois-je vous rappeler que la réforme des retraites a mis à feu et à sang le pays pour seulement 8 petits milliards? Et aujourd'hui, vous nous proposez que des dizaines de milliers de personnes se ruent dans les casernes et fassent leur classe. Pourquoi pas? Mais dans un même temps, vous nous dites que nous n'avons de munitions que pour une semaine, sans préciser pourquoi, mais je vais vous le dire, monsieur le Premier ministre, car nous n'avons pas le budget pour. Nous n'avons pas assez d'argent pour payer nos munitions. Nous n'avons pas assez d'argent pour faire en sorte que nos soldats aient des équipements corrects. Êtes-vous déjà allé dans un aérodrome, monsieur le Premier ministre? Car si vous y avez été, vous aurez vu des soldats de l'armée de l'air avec des frags, gilets non par balle, mais par éclat, datant des années 70. Avez déjà vous vu des soldats en sentinelle dans les rues de Paris? Certains ont toujours des PAMAC, pistolets des années 60, capacité de 7 coups, bien au-delà, bien en deçà des standards actuels. Et pourquoi? Pas de budget. Avez-vous vu les P4 se balader sur les autoroutes, véhicules des années 50, aucune protection balistique? Et pourquoi, monsieur le Premier ministre? Pas de budget, mais vous allez faire en sorte que des dizaines de milliers de personnes aillent dans les régiments, couchés on ne sait où, et vous prenez l'exemple des réservistes, et je vous remercie de nous parler de cette fameuse réserve opérationnelle. Je vais vous parler du 24e régiment d'infanterie. 24e régiment d'infanterie est un régiment de réservistes. Savez-vous où dorment les soldats du 24e régiment d'infanterie quand ils sont sur site, monsieur le Premier ministre? Dans des vestiaires, à Maine-le-Sol, dans des sacs de couchage. Et savez-vous pourquoi? Car il n'y a pas de budget. Et oui, 17 milliards d'euros, voilà ce qui nous manque. D'où allez-vous les sortir? Je prendrai votre question. Et monsieur, si je vous comprends bien, vous souhaiterez investir pour plus d'armes, plus de munitions. Et voici mes questions. Qui détiendra ces armes lorsqu'il y aura un conflit armé, s'il n'y a pas de réservistes? Notre armée, monsieur le Premier ministre, nous avons des hommes. Et non, il ne faut pas plus de personnel. Ce qu'il nous faut, c'est plus de fonds. Car vous nous avez dit qu'il manque 4000 postes, et c'est exact. Pourquoi manque-t-il 4000 postes? Car quand vous signez un contrat à l'armée, vous êtes dans un environnement non propice à votre développement. Des bâtiments qui fuient, des infiltrations d'eau, de la moisissure au mur, un salaire insuffisant, et vous vous retrouvez un beau samedi après-midi, sous la pluie, donc il faisait pas très beau, dans la boue, à faire pompon avec votre FAMAS, car vous n'avez pas de munitions. Aujourd'hui, ce que cette opposition demande, c'est un budget qui permettra de fidéliser les militaires actuels. Cette fidélisation des nouveaux arrivants évitera l'hémorragie que nous avons actuellement, permettra de renflouer ces 4000 postes, car les nouveaux arrivants ne partiront plus. Ils auront un salaire supérieur, de meilleures conditions de vie, et n'auront plus envie de partir. Et c'est comme cela que nous ferons en sorte d'avoir une masse opérationnelle efficace pour un conflit en OPEX ou en OPIN. Je dois reconnaître cependant, en vous écoutant, que grâce à votre opération, les Français allaient se sentir mieux, peut-être plus protégés, que tout le monde allait être content, un peu comme la voie balte. Mais votre aspect social, qui j'en doute pas sera développé par votre second Premier ministre, elle aussi n'a pas lieu d'être. Car de base, vous allez faire en sorte que des jeunes fassent une pause dans leur étude ou dans leur métier pour
faire des classes qui, au final, ne leur serviront à rien, puisqu'en 2 mois, nous n'apprenons rien, en tout cas pas grand-chose, c'est pas en 2 mois qu'on va devenir force spéciale. Et c'est donc le député Turcas qui, député de la Corse, prendra en charge l'aspect social de votre mesure. Votre mesure met donc en péril l'avenir de ces armées. Vous n'avez pas non plus parlé de qui formera ces jeunes, en l'occurrence, je m'en doute, des officiers qui devront quitter leur section, quitter leur régiment pour former de nouvelles recrues qui ne resteront pas au bout des 3 mois, partiront sans aucun regret, sans regarder derrière. Et donc vous mettez encore une fois en péril nos armées puisque ces officiers ne pourront plus servir en cas d'opération extérieure, ce que vous redoutez apparemment. Et donc ce que vous voulez, c'est des soldats, des battants. Je peux vous dire que vous les avez trouvés en cette opposition qui ne laissera rien passer, et certainement pas votre projet de loi. Ah ouais. Merci. Ministre à l'Éducation, du coup Gaëtan Peter, puisque visiblement il faut s'appeler soi-même. Il n'y a rien de si puissant qu'une république où l'on observe ses lois, non pas par crainte, mais par passion, comme le fit Rome, nous disait Montesquieu. Et aujourd'hui, à l'heure où nous faisons face aux plus grandes menaces de notre siècle, à l'heure où la France traverse une crise autant sociale que sociétale, une république puissante et unie, c'est tout ce dont nous avons besoin. Contrairement à une Coupe du Monde, nous ne prétendons pas réussir à unir la nation tout entière en seulement 3 mois. Nous ne prétendons pas non plus que ce service militaire marquera la fin définitive de toutes les discriminations et inégalités qui gangrènent notre pays et son union. Mais 3 mois, je le rappelle d'ailleurs, c'est le temps de formation des réservistes. 3 mois, c'est assez pour sentir, comprendre, vivre la guerre. C'est assez pour vivre l'entraide et la confiance absolue qui lie des frères d'armes. C'est assez pour voir une autre facette de la France, en voyant une autre facette des Français. Mais surtout, c'est assez pour se rendre compte de la facilité qu'a une minuscule petite balle pour venir faucher 30 ans de vie passée et 60 ans de vie future. C'est assez pour apprendre que chaque décision prise, chaque existence gagnée, sauvée ou fauchée pour l'adversaire compte. Surtout, c'est assez pour que le jour où nous aurons à prendre une décision, où nous aurons à décider si nous devons entrer en guerre ou non, si nous devons utiliser de l'arme atomique ou non, si nous devons mettre en jeu nos existences pour assurer une terre et une vie libre à nos enfants ou non, le pays s'unisse plutôt qu'il ne se divise. Qu'il ne se divise dans un conflit, dans une guerre civile qui verrait s'opposer un pacifisme et un bellicisme sans aucune prise sur le concret, menés, soutenus par des gens qui n'ont jamais tenu une arme de leur vie. Des gens qui s'imaginent que la guerre c'est propre, au contraire, cela doit être évité à tout prix. Et je vais prendre d'autres questions, monsieur. Monsieur Peter, où est-ce que la nation en 1830, du côté des barricades ou du côté de Charles X? Monsieur, je crois qu'il y a un mot que j'ai dit et que vous n'avez pas eu, c'est celui de république. Oui, aujourd'hui, nous sommes une république. Et tout comme nous avons créé l'école pour former des citoyens, aujourd'hui, nous souhaitons former un service militaire pour former
des citoyens capables de comprendre la réalité des menaces du monde dans lequel nous vivons. Des citoyens qui seront autant capables de comprendre ce qu'implique une entrée en guerre que celle de lâchement abandonner des pays européens à leur sort face à des armées ennemies. Permettre l'union. Voilà le véritable but de ce projet de loi. Mais je vais prendre votre question. Où était l'unité nationale en 1940 à Londres ou à Vichy? Monsieur, justement, c'est justement pour éviter une volonté. C'est justement pour éviter de voir des décisions prises par une population jeune, sans réelle conscience de la guerre, que le récit de ces anciens, que nous mettons en place ce régime militaire. Et surtout, j'aimerais quand même revenir sur un point. Quand vous estimez un budget, certes, je le reconnais, nous avons omis de le mentionner en premier lieu, mais quand vous nous dites 18 milliards, alors que nous disons 3 mois, non, 18 milliards, ce n'est pas un budget pour 3 mois, c'est un budget pour un service militaire comme au bon vieux temps. C'est un budget militaire pour 12 mois, non, ce n'est pas le même budget militaire. Et alors oui, effectivement, la guerre aujourd'hui, lorsqu'on n'est pas français, lorsqu'on se retrouve à faire de l'OPEX, non, tout n'est pas parfaitement propre, tout n'est pas parfaitement immaculé. Lorsqu'on se retrouve à aller sur le terrain, oui, parfois il y a des fuites d'eau dans nos baraquements. Et bien évidemment que la montée en puissance de l'armée française va se faire avec du budget, mais elle ne pourra pas se faire sans hommes. Et autant, aujourd'hui, nous investissons sur une puissance mécanique, sur une puissance industrielle qui nous fournira les balles, la puissance humaine, elle, ne se fera pas du jour au lendemain, parce que pour les former, nous aurons besoin d'officiers. Si vous commencez vos formations le jour où vous avez besoin d'envoyer votre armée sur le terrain, c'est qu'il est trop tard. Nous ne sommes pas dans une guerre réactive, nous sommes pour un État qui continuera. Ce soir, chers députés, le choix est vôtre. Choix éclairé, je l'espère, par nos explications de notre projet de loi. Car demain, le choix sera l'heure. Et, au vu des enjeux, j'ose espérer que vous accepterez qu'il soit éclairé, lui aussi, afin que le pays des Lumières ne sombre pas à nouveau dans les heures les plus sombres de son histoire. Ah, excuse-moi. Tiens. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, j'ai bien écouté comme vous l'homélie du gouvernement Baudry et je dois vous confesser que je suis encore un peu ébloui. Comme quoi, il y aurait les gentils et les méchants, les patriotes, ceux qui veulent des soldats, la fierté de la nation, le bonheur, quasiment le gaullisme. Et puis, il y a les méchants qui sont lâches, couards, qui n'aiment pas la France. C'est laid, sauf que ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que pour parvenir à de telles conclusions, nous sommes obligés d'entretenir des contre-accointances avec le réel. Notamment lorsque vous nous parlez d'unité nationale, en disant que la République et le service militaire permettront ensemble, main dans la main, à éviter les heures les plus sombres de notre histoire. Sauf que, Monsieur Peter, sachez que si jamais, en 1940, nous sommes sombrés, alors que nous étions une république, il y avait également le service militaire, car le service militaire a été créé par Bonaparte en 1797. Alors, pouvez-vous me dire, monsieur, comment vous allez éviter, ou notamment pendant la révolte boulangiste en 1885, qui a opposé les républicains face au général Boulanger. En fait, voyez-vous que le service militaire n'a jamais servi l'unité nationale. En fait, le service militaire n'a servi qu'à une seule chose, et une seule, la défense du territoire
nationale. Alors, on peut se poser la question de pourquoi on y a mis fin. Vous l'avez dit, notamment la fin de l'URSS. Mais c'est pas parce qu'on croyait que c'était la fin de l'histoire. Non, ça c'est un mythe encore une fois. C'est parce que les conflits ont changé, les fronts ont changé. Il y a eu le front de la cyber, le front du terrorisme et le front diplomatique. Alors pour la cyber, c'est très simple, c'est pas en 2 mois que nous allons engager les ingénieurs en cybersécurité. Le front face aux terroristes, eh bien c'est très simple, les terroristes, il faut les attaquer à la source, c'est-à-dire au Moyen-Orient ou dans d'autres pays où on ne sait pas, mais en tout cas, vous ne voulez pas les envoyer en OPEX, alors je dois vous dire que de toute manière, ils vont devoir se tourner les pouces pendant que les vrais soldats aillent au front. Et puis après, il y a eu également la diplomatie, mais bon, on ne forme pas aussi également des diplomates en 2 mois parce que c'est un métier à peu près sérieux, plus que votre position en tout cas. Alors, vous nous parlez également des problèmes de défense de territoire national, mais monsieur, contre quel ennemi? L'Allemagne? Alors, je dois vous dire que si jamais un jour l'Allemagne trouve l'idée saugrenue d'envahir la France, c'est très simple. Le président de la République appelle la chancelière et lui dit « Achtung, ça va sauter, 3 bombes nucléaires, c'est bon, plus de problème avec l'Allemagne ». Parce que oui, mesdames et messieurs, Pierre Messmer le disait en 1965 que la défense nationale se faisait uniquement par la dissuasion. Mais une bonne dissuasion, c'était une armée forte et une dissuasion nucléaire. L'armée forte, en fait, justement, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce n'est plus un problème de quantité de soldats, parce que qu'est-ce qui est fort? Un soldat. Qu'est-ce qui est plus fort qu'un soldat? 1000 soldats. Qu'est-ce qui est plus fort que 1000 soldats? Un Rafale. Alors, mesdames et messieurs, si jamais nous voulons recruter des personnes, c'est pour savoir piloter les Rafales, piloter des drones, savoir utiliser un ordinateur ou savoir être diplomate et, de temps en temps, savoir opérer sur le terrain. Mais nous n'avons pas besoin de 6 millions de soldats. Nous avons besoin de soldats qualifiés et pas davantage de quantité. Parce que, en fait, si jamais vous voulez influer sur la quantité, vous allez dégrader la qualité, comme l'a expliqué si bien Monsieur Malvaux. Et visiblement, vous avez une question. Monsieur, Madame. comment pouvez-vous croire que nous arrêterons l'ennemi russe aux portes de l'Europe avec 30 000 militaires de terrain? Choisis ta langue, camarade. Monsieur, les Russes, où sont les Russes? Il y a l'Allemagne et la Pologne entre nous. Qu'est-ce que l'Allemagne, la Pologne et la France? Une alliance. Une alliance, quelle alliance? L'OTAN. Qu'est-ce que l'OTAN? Qu'est-ce que l'OTAN? Les États-Unis et également une force nucléaire sans précédent de quoi envahir le monde, détruire le monde. En fait, mesdames et messieurs, avec la dissuasion nucléaire, nous pouvons empêcher les guerres. Et nous n'avons pas besoin de soldats parce qu'une bombe atomique, c'est encore plus puissant qu'un Rafale, pour ceux qui ne le savaient pas. Je vais reprendre votre question parce que visiblement, vous voulez... monsieur, où étiez-vous en 1996, juste avant que Jacques Chirac supprime le service militaire obligatoire? Parce que justement, en 1996, il y a eu une faute morale, mais une victoire politique. Nous avons repris les essais nucléaires dans le Pacifique. C'était pas bien moralement, mais ça a permis d'affirmer au monde entier que nous étions encore une puissance nucléaire et que du coup, si jamais nous voulons nous traiter quelques petites noises, eh bien, ça allait poser quelques problèmes. Pourquoi l'Ukraine s'est fait envahir? Parce qu'on leur a demandé de rendre leur arme nucléaire à la Russie. Et du coup, l'Ukraine étant plus une menace nucléaire, eh bien, la Russie a pu l'envahir. Mais monsieur, la Russie n'envahira pas la France. Et posez votre question si vous voulez, mais... Ah, monsieur, voilà, du coup, c'était ça que je craignais. Monsieur, article 5 de l'OTAN, une attaque contre un seul est une attaque contre tous. Si l'Allemagne est attaquée, nous envahirons, nous répondrons également. Sauf que le problème avec ça, c'est que l'Allemagne, je vous le rappelle, mais peut-être que vous avez quelques envies bonapartistes, pour ça que vous voulez reprendre tout ça, mais l'Allemagne n'est pas la France, et du coup, vous n'allez pas envoyer vos propres soldats, comme vous le dites, en OPEX, et du coup, ça va être l'armée régulière qui va attaquer et défendre l'Allemagne. Enfin, encore que, s'ils ont besoin, parce qu'encore une fois, arme nucléaire oblige. Alors, je dois juste vous faire une petite confidence. Allez, non, on est dans une conférence de presse, pas possible, allez. Monsieur, comment voulez-vous qu'un gouvernement puisse prendre la décision d'appuyer sur le bouton rouge, quitte à voir en retour des ogives nucléaires lâchés sur Paris ou Toulon, si la population n'est pas prête à le suivre dans sa démarche? Monsieur, heureusement que vous n'êtes pas ministre de l'Armée et que vous n'êtes pas président de la République, parce que sinon vous aurez déjà répondu à votre question. En fait, vous ne connaissez pas votre sujet, c'est ça votre problème. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à ça? Finalement, c'est un peu plus rapide. Non, c'est bon, vous pouvez rasseoir. Hein. Dieu inventa l'homme, l'homme inventa la chasse, c'était pour s'en servir.
En fait, c'est très compliqué avec tout ça parce que justement, qu'est-ce que le service militaire? C'était pour confronter deux visions, la défense citoyenne ou la défense d'État. Est-ce que c'est aux citoyens de défendre la France ou est-ce que c'est à l'État, à la France de défendre ses citoyens? Nous avons choisi, à l'époque, sous Napoléon, que c'était nécessaire que les citoyens défendaient l'État parce que l'État n'était pas assez fort. Aujourd'hui, l'État est suffisamment fort pour protéger ses citoyens. C'est l'une de ses fonctions régaliennes, c'est de protéger son peuple. Et aujourd'hui, depuis 1998, grâce à Jacques Chirac, qui avait beaucoup de défauts, mais il avait au moins cette qualité, c'est qu'il a pu rendre la France suffisamment forte, suffisamment fière et suffisamment sûre d'elle-même pour passer d'une défense citoyenne à une défense d'État. Et vous voulez reproduire les erreurs du passé et supprimer cette défense d'État alors que c'est un honneur de l'avoir. Alors, ne vous y trompez pas. Dites adieu à Napoléon, parce que quand bien même il a pu faire de grandes choses pour notre pays, aujourd'hui il est mort et avec lui son époque. Ainsi, mesdames, messieurs, il est temps pour nous de vivre notre propre histoire, de l'écrire également, et surtout l'écrire avec la conscience des réalités du présent. Parce que ce que ce gouvernement vous vole ce soir, ce n'est pas simplement quelques longs mois de votre précieuse jeunesse, mais un idéal. L'idéal d'un État fort qui n'appelle pas à être sauvé, mais qui, au contraire, protège ses citoyens. Où la force d'une armée ne se mesure pas au nombre de ses baïonnettes, mais à celui de ses consciences libres. Et où la défense nationale n'est pas une contrainte, mais un honneur. Alors, qu'ils reprennent leurs casernes, qu'ils reprennent leurs tambours, qu'ils reprennent leurs sifflets, leurs ordres et leurs chaînes. Quant à nous, nous garderons la seule arme qui délivre les peuples, à savoir la liberté. Car un peuple contraint devient poussière, mais le peuple libre est une force. Et cette force, née du choix des hommes et de la dignité, traverse les siècles, renverse les empires, purifie les consciences et redonne au nom France la résonance de l'éternité. Merci aux orateurs. Si vous voulez, vous pouvez voter. Bien sûr, votez. Tu votes pas plusieurs fois, hein? Tout à l'heure, on avait 71 votes. C'est les Russes. C'est les Russes, bah oui. Et après le vote, si vous voulez, il y aura un petit bar. C'est au Corcoran ou au Corcoran, ouais. Tiens, je vais regarder pour la réponse. Non. On m'a pas coupé, on m'a pas dit. Parce que moi, c'est pour ça que je commençais à me dire, je posais plein de questions, parce que je me dis, attends, j'ai un peu mal. Je pense à la rage qui je m'en Encore 30 secondes pour voter. Mais c'était drôle, c'était bien. Il n'y a pas de meilleur orateur. Ouais. Attends, tu veux. Et du coup, sur le débat parlementaire, les vainqueurs sont Tom et Guillaume. Un grand merci à tous ceux qui sont présents, qui étaient présents. Pareil à ceux qui étaient en ligne. Et voilà. C'est OK Valais au bar, on se retrouve.